Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast. J'ai toujours de la joie à vous partager des idées que j'ai, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Et aujourd'hui, on va aborder cette impression que l'on ne veut pas de nous. J'imagine que vous l'avez vécu. En tout cas, moi, ça a fait partie de mon passé. Ça peut être une certitude qu'on peut vivre avec cette idée qu'on est de trop ou pas assez. Et ça nous laisse imaginer que nos messages restent sans réponse parce qu'on ennuie. Ou alors qu'on n'a pas été invité parce que personne ne pensait vraiment à nous. Ou encore que dans cette réunion, ce repas de famille ou ce groupe de collègues, d'amis, de connaissances, on est là, mais en fait, on n'était pas vraiment voulu. On a été invité par politesse. Franchement, c'est une émotion qui est plutôt douloureuse à vivre, hein. Moi, je l'ai connue par le passé quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y a eu toute cette période où vraiment, avec cette différence que je vivais, je me sentais, j'avais cette impression qu'on ne voulait pas de moi. C'est assez commun chez les personnes hypersensibles. Alors, c'est toujours pareil, ce sont quand même des thèmes qui ne sont pas forcément connus que par les hypersensibles, hein. C'est important que je le précise quand même. Presque tout le monde peut ressentir à un moment ou un autre de son parcours relationnel ce sentiment que on ne veut pas de nous. C'est pas forcément dysfonctionnel. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Là, je parle de quelque chose qui dure, qui s'installe dans le temps, qui revient comme un schéma et une conclusion qu'on se remémore, hein. Et donc, si c'est le cas, ben, c'est bien d'aller sur des choses qui vont faire la différence. Et c'est bien ce que j'ai envie de vous procurer pour ce podcast. Alors, souvent, les racines, elles sont anciennes. Ça ne vient pas du hasard. Il y a souvent une origine. Et ça peut être pendant l'enfance, quand on était enfant. Peut-être ça va vous concerner, peut-être que ça va vous parler. Vous avez eu, vous, l'impression d'être un souci, un peu, une charge. Alors, j'aime pas le mot fardeau parce que ce serait peut-être un peu exagéré quand même. Enfin, ça dépend aussi des familles, hein, des expériences familiales. Mais vous avez eu ce sentiment, soit parce que vos parents étaient débordés, soit parce qu'ils étaient plutôt stressés ou d'un tempérament. Enfin, c'est pas un tempérament d'être anxieux, mais qu'il y avait des périodes où ils étaient particulièrement avec de l'anxiété. Eh bien, vous, en tant qu'enfant, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que bah voilà, vous étiez ce fameux souci. Ou alors ça s'est peut-être manifesté dans le cadre scolaire. Ça peut dépendre de chacun. Peut-être que vous avez été mis à l'écart à l'école. Moi, j'ai un peu ressenti ça à l'école. Donc, peut-être que c'est à l'école. Vous vous sentez exclu d'un groupe. Et donc, ça vous fait ressentir ce sentiment qu'on ne veut pas de vous. Et ça peut provenir aussi d'une façon qu'on a été aimé. Alors ça aussi, ça peut être assez commun quand même parce qu'on est aimé d'une manière conditionnelle, hein. C'est-à-dire que on va nous dire qu'on est aimé si on est sage ou on va nous dire qu'on est le bienvenu si on ne dérange pas. Il y a cette manière d'être aimé conditionnellement. C'est-à-dire que si on fait ça, ben, on va être aimé. Si on fait ça, on va être le bienvenu. Et il se trouve que certaines de ces expériences, soit parce il a suffi donc d'une seule qui soit très intense ou de plusieurs qui se répètent pour laisser dans notre cerveau d'enfant, d'adolescent ou parfois de jeune adulte une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte traumatique. Et ça, c'est quelque chose qui va rester, que l'on va transporter avec nous à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et même au-delà des 50 ans, sans réellement savoir qu'est-ce qui se passe en nous et d'où ça vient. Cette problématique, c'est d'être de déranger, d'être un souci, d'être une charge. Ça installe donc des blessures émotionnelles qui nous amènent à avoir une sensibilité au rejet, c'était mon cas, ou alors ça peut être une sensibilité à l'abandon ou une sensibilité à la trahison. Ça va dépendre de chacun, mais ça se manifeste comme ça. Je me rappelle, il y a un certain temps, d'une femme qui était venue me consulter parce que lorsque son compagnon ne répondait pas à ses demandes, à ses préférences, elle rentrait dans des colères systématiques
parce qu'elle était sous le coup de la blessure de l'abandon. Chaque fois que lui n'était pas en mesure de pouvoir dire oui à sa demande, c'était quand même des demandes assez importantes, eh bien, ça a réactivé, ça a activé sa blessure d'abandon. Et là, elle perdait complètement pied et elle devenait coléreuse. Elle criait, elle était complètement débordée par des émotions dans ces situations-là. Et lui, à l'inverse, avait une blessure de trahison qui se réactivait dans ces moments-là. Donc ça devenait très compliqué pour eux. Il a fallu faire un premier travail, et on le verra un petit peu plus tard dans le podcast, sur cette sensibilité à l'abandon. Donc on est avec ces empreintes traumatiques, ces sensibilités, hein, on est beaucoup plus réactif. Et réactif au moindre indice social ambigu. C'est-à-dire que là où quelqu'un dirait, bon, bah, elle est occupée, il est occupé, c'est pour ça qu'il t'a pas répondu, c'est pour ça que tu n'as pas eu son SMS tout de suite en réponse. Ben, nous, c'est différent. On va le ressentir dans, ben non, je ne compte pas. Je suis quelqu'un d'invisible. Et ça n'est pas une faiblesse. Il faut bien le comprendre. Une empreinte traumatique n'a rien à voir avec le fait qu'on ait une faiblesse, encore moins due à notre hypersensibilité. C'est un système nerveux qui a conservé une empreinte, simplement parce que quand on est plus jeune, nos cerveaux n'ont pas toujours les ressources pour faire face à certaines situations. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que on part du principe que c'est avec le cerveau qui pense qu'on va sortir de ça, d'une empreinte traumatique, d'une blessure émotionnelle. Or, l'empreinte traumatique est irrationnelle, donc ça veut dire que ça n'est pas par le rationnel que c'est arrivé. Donc ça ne peut pas être désactivé par un cerveau qui pense, par un cerveau rationnel. Passer par la rationalité pour libérer de l'irrationalité ne fonctionne pas. C'est par une autre partie du cerveau qu'il faut passer, par le cerveau qui ressent. Et ce cerveau qui ressent d'une manière binaire, c'est-à-dire d'une manière sécurité ou insécurité. En plus, ce qui est important à comprendre, c'est que cette partie du cerveau, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte que celle qui pense. Elle est beaucoup plus envahissante. C'est une partie du cerveau qui va ressentir les choses, qui capte. Alors une ambiance, un détail, et si cette ambiance, ce détail fait vivre un sentiment d'insécurité, il prend le contrôle tout de suite. C'est-à-dire qu'il va court-circuiter le cerveau rationnel. C'est exactement ce qui se passait pour cette personne dont je vous ai parlé, qui, lorsqu'elle n'avait pas une réponse favorable à ses demandes vis-à-vis de son conjoint, elle perdait ses moyens, tout simplement parce qu'elle n'avait plus la possibilité de raisonner, de relativiser, de rationaliser dans ce moment-là. Et c'est logique parce que dans cette situation, la partie de son cerveau qui ressentait de l'insécurité prenait le contrôle. C'est un mécanisme automatique qui nous a permis jusqu'à présent de survivre. Et dans les cas où nous sommes réellement en danger, ça a raison d'être. Mais lorsque nous ne le sommes pas, c'est là où ça complique les choses. Parce qu'on va être dans une réaction et dans une réaction qui s'impose. Donc, c'est une réaction euh, qui ne discute pas. Ce mode de survie, cette partie du cerveau ne discute pas, elle s'impose. C'est ça qui crée des blocages dans nos vies qu'on ne comprend pas toujours. Parce que le cerveau, cette partie du cerveau qui ressent quelque chose qui dit danger, va systématiquement prendre le lead, le contrôle de la situation. Il fonctionne d'une manière binaire. C'est soit je suis en sécurité, soit je suis en insécurité. Et s'il capte le moindre petit truc qui ressemble de près ou de loin à une menace, eh bien, cette partie du cerveau tire la sonnette d'alarme. Et tant que cette partie-là se sent en danger, elle ne laisse pas vraiment la place au cerveau qui pense, au cerveau qui raisonne. En fait, dans ces moments-là, c'est comme vouloir essayer de réfléchir calmement alors qu'une alarme hurle à côté de nous. C'est quasiment impossible.
Donc, au lieu de vouloir raisonner à tout prix pour sortir de cette situation-là, de cette impression de ne pas vouloir, de ne pas être voulu, et que c'est une réaction disproportionnée par rapport à la situation, il n'y a pas à chercher à raisonner à tout prix. Au lieu de ça, au lieu de se forcer, il y a quelque chose de plus doux à faire, c'est de ramener de la sécurité dans cette partie du cerveau, dans ce mode de survie. Et c'est ce que je propose en 1 ou 2 séances. Alors pour une réactivité à la fois, on peut ramener en 1 ou 2 séances de la sécurité dans cette partie du cerveau qui va donc se calmer dans les situations où elle a l'impression de ne pas être voulue, parce que ça ne changera pas la situation. En revanche, ça permet de raisonner, ça permet de relativiser. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on cherche à raisonner ou à relativiser, alors qu'en dessous, on a une partie du cerveau qui se sent en totale insécurité, c'est un travail de titan qui demande beaucoup d'efforts, donc de fatigue, et lorsque ça s'éternise, ça installe un conflit intérieur chez la personne. C'est pourquoi moi, je ne travaille pas de cette manière-là. Je m'intéresse d'abord aux peurs les plus grandes, les plus profondes, celles qui font perdre pied à la personne, celles qui amènent la personne à avoir des relations, pas des relations, mais des réactions disproportionnées. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord déminer le terrain. Et ensuite, on peut aller à du raisonnement. Maintenant, j'aimerais vous parler des pièges dans lesquels on peut tomber lorsque on a cette impression euh, de ne pas être voulu. Ce qui va se passer, c'est que si cette expérience se répète, eh bien, on va avoir 2 options. Soit, et moi j'ai fait les 2 options en fait. J'ai commencé d'abord par me faire discrète. Ça a fait vraiment partie de ma jeunesse. J'ai eu plutôt cette tendance, et d'ailleurs dans l'adolescence, pour le souvenir que j'en ai, de la jouer discrète. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va éviter de prendre des initiatives. Ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est de ne pas être remarqué, quasiment d'être invisible. Et surtout, de ne pas être à l'initiative de certaines choses. Donc, on ne va pas inviter le premier, on ne va pas appeler les autres, on ne va pas euh, être force de proposition. On va plutôt être dans l'attitude passive, celle qui attend que l'autre se manifeste, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas en quelque sorte. Chez nous, c'est pas ce qu'on va vouloir faire, en tout cas quand on est dans cette envie de ne pas déranger, d'être discrète, on ne va pas vouloir faire le premier pas. Et ça va devenir un vrai problème à terme. Parce qu'effectivement, on va devenir transparent. On va devenir quelqu'un de tellement discret que les autres ne vont même pas penser à nous inviter. Et ça nous fait penser que on n'est pas voulu. Mais simplement, c'est notre comportement, notre fonctionnement, la dynamique dans laquelle on s'est installé qui a favorisé ça. Ça, on peut mieux le comprendre quand on est sorti de la sensibilité au rejet ou de la sensibilité de l'abandon. Ça, c'est un premier point. Il y en a un autre, c'est à l'inverse, d'être dans le don excessif. Là, ça se présente dans le fait de rendre service à tout le monde, de se rendre indispensable, de ne dire quasiment jamais non, de se sacrifier parfois, en espérant inconsciemment qu'on nous voudra. Parce que là aussi, c'est inconscient, on se dit que si je suis utile, ben, je vais être voulu. Alors effectivement, ça marche. Je l'ai inconsciemment exploré, ce passage-là aussi. Ça fait plus partie, je dirais, dans ma trentaine. J'ai beaucoup donné. J'ai J'ai fait preuve de grande disponibilité. Mais ce qui se passe, oui, ça fonctionne, mais ça fait construire des relations qui reposent sur ce que nous faisons et pas sur ce que nous sommes. C'est-à-dire que ça repose vraiment sur notre utilité. Donc, on doit la maintenir, cette utilité. Alors, on s'épuise
Et puis surtout, les autres ne nous connaissent pas. Nos relations ne sont pas fondées sur qui nous sommes, mais sur une dynamique, un comportement. Donc tout ça ne peut pas fonctionner, soit se mettre en retrait ou d'être dans le don excessif. Donc voici ce que vous pouvez faire concrètement. Premier lieu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, libérez-vous de vos plus grandes peurs. Prenez-les en considération. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour déjà prendre contact avec moi. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire si effectivement c'est adapté d'aller d'abord déminer le terrain, donc de vous libérer de votre grande sensibilité au rejet, de votre grande sensibilité à l'abandon ou de la trahison. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, le changement à opérer, c'est de changer votre rapport à vous-même. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'impression qu'on ne veut pas de nous dit davantage de notre regard sur nous-mêmes que du regard des autres. Si on est convaincu, plutôt d'une manière importante, assez intense, qu'on a de la valeur, pas parce que on est parfait, pas parce que on est utile, pas parce que on plaît à tout le monde, mais simplement parce que nous avons une existence, alors ce qui se passe chez les autres perd de son pouvoir. C'est aller dans la certitude que notre valeur n'est pas soumise à une notion de mérite, qu'un changement s'opère. Ça va se manifester de cette manière-là. Quand on a cette notion de valeur de soi, eh bien, même si quelqu'un ne nous répond pas tout de suite, ça va pas nous faire tomber, même si on ne nous invite pas, même si on ne nous choisit pas. Alors évidemment, si tout le monde ne nous invite pas et si tout le monde ne nous choisit pas, il y a quand même un problème. Mais si certaines personnes ne nous invitent pas, ne nous choisissent pas, en fait, ça dit beaucoup plus sur la dynamique qui existe dans la relation, donc beaucoup plus sur la relation que sur notre valeur. Notre valeur, elle est intrinsèque, elle ne bouge pas. C'est important de comprendre que lorsque l'estime de soi est fragilisée, on a tendance à interpréter les interactions sociales de manière négative. Tout simplement parce qu'on se compare et on se compare souvent à la baisse. On surestime toujours les autres, on les survalorise, pardon, et on se dévalorise soit beaucoup. On se sent facilement en trop, de trop ou pas assez. Et plus on se sent comme ça, plus on adopte parfois, donc, comme je vous l'ai dit, des comportements de retrait ou d'hyperadaptation, ou encore de besoins excessifs de validation, ce qui peut énormément compliquer les relations et donc renforcer le sentiment de départ. Donc, cette transformation sur l'estime personnelle est un fondamental aussi. Je le répète souvent dans mes podcasts, mais c'est vraiment très important. Un autre point aussi qui va être un réel pilier pour sortir de ce fonctionnement-là, de ce schéma, c'est de connaître ses valeurs. Souvent, quand on n'a pas fait ce travail, on avance dans ces relations un peu à l'aveugle. Et c'est là où on s'adapte, on fait des compromis, on dit oui, alors que pourtant, ça grince à l'intérieur. Sans trop comprendre pourquoi certaines personnes nous vident et d'autres nous font du bien. Quand une relation nous met mal, ce n'est pas juste parce que vous êtes sensible, c'est très souvent parce qu'il y a une valeur importante chez vous qui n'est pas respectée. Et tant que ces valeurs personnelles ne sont pas connues, eh bien, on avance dans les relations sans une boussole. Connaître ces valeurs, c'est avoir une boussole relationnelle. Alors attention, je mets toujours de la nuance dans ce que je dis, ça ne rend pas tout facile, même lorsqu'on connaît ses valeurs, mais ça évite, et ça c'est un fondamental, de se perdre. Donc si on évite de se perdre, on évite de s'épuiser, et si on évite de s'épuiser, ben, on a un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux et on est beaucoup plus au clair pour avancer. Connaître ses valeurs, ça aide à sentir plus vite quand ça ne colle pas. Et ça permet
de poser des limites. Parfois, il faut savoir les poser. Et ça fait partie de mon accompagnement, l'accompagnement complet que je propose pour que vous retrouviez confiance en vous et une très belle estime personnelle. Donc, ça permet de poser des limites. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à le faire sans trop culpabiliser, voire sans culpabiliser. Et puis aussi, connaître ses valeurs permet de reconnaître les gens avec qui ça vibre vraiment. Parce que au fond, une relation qui fait du bien, c'est pas une relation parfaite. C'est une relation cohérente avec nos valeurs. En tout cas, avec les plus fondamentales. Parce qu'il y en a qui sont fondamentales, il y en a qui sont secondaires. Et vraiment, c'est utile de les connaître. Donc, plus on est au clair avec ce qui est essentiel pour soi, moins on va s'accrocher à des relations, à des liens qui nous tirent vers le bas. Moins on va s'accrocher à la nécessité de se suradapter. Et plus on va s'ouvrir à ceux qui nous respectent vraiment tels que nous sommes. Et ça change tout. Voilà les piliers fondamentaux dont je voulais vous parler parce que pour moi, ils ont une vraie valeur et ont vraiment fondamentalement changé ma vie. Ce qui est important, si vous vivez ce sentiment, cette impression qu'on ne veut pas de vous, c'est de l'exprimer à quelqu'un de confiance. Ça, c'est important, le quelqu'un de confiance, hein. C'est trouver cette personne dans votre entourage. Et si c'est pas dans votre entourage, eh bien, faites-le auprès d'un professionnel. Parce que très souvent, quand on est dans ce sentiment-là, il y a quelque chose qui s'installe, c'est la honte. Et la honte, elle progresse dans le silence. Tant que vous gardez pour vous cette impression d'être indésirable, cette impression, elle va prendre encore plus de place. Elle va grossir. Si vous avez cette personne de confiance, dites-lui que vous avez cette impression que vous êtes de trop, que vous avez ce sentiment que les gens vous tolèrent tout juste, plus qu'ils ne veulent vraiment être avec vous, qu'ils le font plus par politesse, par obligation. Et cet ami, il aura probablement, lui, plus de raisonnement, justement, et pourra relativiser la situation et vous amener à voir les choses différemment. Et ça peut déjà vous aider à faire fissurer cette impression. Conclusion de ce podcast. Sortir de l'impression qu'on ne veut pas de vous passera par une série de choix. Donc, comme je vous l'ai dit, celui de se libérer de ses plus grandes peurs. Ne sous-estimez pas ce point et commencez par là. Commencez par votre cerveau qui ressent, votre cerveau qui se sent en insécurité et qui prendra le contrôle et le lead à chaque fois. Ensuite, allez dans le renforcement de votre valeur. Il y aura peut-être aussi un travail sur vos croyances à faire. Et ça aussi, c'est un travail que je fais faire, que j'approfondis dans mon accompagnement complet pour renforcer ce sentiment que vous avez de la valeur. Et surtout, faites ce travail pour connaître vos valeurs indispensables dans les relations. Tout ça vous permettra d'avoir des relations que vous méritez, des relations où vous vous sentez voulu. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le. Je vous en remercie d'avance. Déjà, c'est une belle gratification pour ce travail que je fais, même s'il me passionne, ça demande du travail. Donc, je l'apprécierai beaucoup. Et puis surtout, ça permet à ce podcast de remonter dans le fil d'actualité de YouTube et d'être vu beaucoup plus par un plus grand nombre. Et je sais que ce podcast peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de gens parce que cette impression de ne pas être voulu est beaucoup plus commun qu'on ne le pense. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir la notification qui vous précise que j'ai lancé un dernier podcast. Comme ça, vous pourrez le voir dès son apparition. Je vous souhaite une très belle journée. Tout dépend évidemment à quel moment vous écoutez ce podcast. En tout cas, je vous dis à très vite parce que j'aurai encore une énorme joie à vous partager un autre thème, à vous expliquer souvent les origines de ce que nous pouvons vivre et surtout ce qui peut vous aider à transformer les choses.